C'est ça, c'est même étudié, je pense, encore à l'école, j'espère. J'espère qu'il l'étudie encore, je sais pas. Je sais pas. C'est un gros doute. C'est le seul truc que j'ai pas trouvé, tu vois. Non, mais j'aime bien te mettre une tollée dès le Ah bah à début, chaque mais... fois, direct, allez, bam. Donc, on est sur un podcast, The Podcast. Bienvenue, notre premier podcast sur la culture geek. On va vous parler cinéma, on va vous parler littérature, on va vous parler jeux vidéo. On est là ensemble pour discuter. Et aujourd'hui, c'est quoi notre thème de ce tout premier épisode Fantastic Dead, c'est quoi le premier thème? Ce sera la reine du crime ou la marquise de la mort. Je pense que vous avez reconnu. C'est Agatha Christie, qui est quand même l'une des romancières les plus connues. The best. Je pense que voilà. Et même si vous n'avez pas lu tous ses romans, ou aucun de ses romans, vous connaissez son travail. Vous avez dû au moins voir un film. Les gens en ont parlé. C'est impossible d'échapper à la Christie mania, on va dire. C'est ça. C'est même étudié, je pense, encore à l'école. J'espère. J'espère qu'il l'étudie encore. Je sais pas. Je sais pas. C'est un gros doute. C'est le seul truc que j'ai pas trouvé, tu vois. Non, mais j'aime bien te mettre une tollée dès le bah début, mais direct, allez, bam. c'est plutôt de dire que je pense, enfin j'espère qu'ils étudient ça plutôt que Rémi sans famille comme à mon époque, parce que c'est quand même plus fun. Encore que. C'est peut-être un peu moins déprimant, quoi. Peut-être un peu moins déprimant, peut-être moins envie de se jeter contre les murs, quoi. Mais bon, Agatha Christie, quoi. Vous avez forcément vu des téléfilms à la télé. Vos parents vous ont forcément obligé, ou vos grands-parents, à regarder des trucs adaptés d'Agatha Christie. Mais est-ce que vous savez qui c'est Agatha Christie? C'est ça la vraie question, parce qu'on connaît son nom, on connaît peut-être des œuvres, on peut tous en citer au moins une, je pense. Moi, je peux, en tout cas, et si moi j'y arrive, en théorie, vous devriez y arriver. Mais c'est qui Agatha Christie? Est-ce que tu le sais, toi? Bah écoute, moi, j'ai lu un peu, et je connaissais un peu des... je sais qu'elle était anglaise, je sais qu'elle a vécu très longtemps, qu'elle s'était mariée 2 fois, machin, mais je connaissais pas vraiment sa vie en détail. Donc j'ai appris des choses intéressantes, et je pense que on va essayer de survoler tout ça, et j'espère donner envie que les gens aillent voir plus en détail, parce que c'est vraiment une femme qui était très intéressante, déjà dès son plus jeune âge. Donc elle est née le 15 septembre 1890 dans la région du Devon, c'est une région d'Angleterre, proche de la mer. Une maison familiale de... fin 19e, ouais. Dans une famille assez aisée, parce que son père était héritier d'une certaine fortune, était courtier, puis sa mère ne travaillait pas, elle veillait un peu à la vie sociale de la maison. Et famille aristo riche de l'époque. Ouais, voilà. C'était pas non plus Downton Abbey, mais ils étaient bien, quoi. Voilà, il y avait la cuisinière, il y avait la petite bonne, et elle avait sa nanny qui s'occupait d'elle. Ils étaient bourgeois ou aristos? C'est-à-dire, il y avait un titre ou il y avait pas de titre? Non, c'était plus bourgeois. Bourgeoisie, ok. Il n'y avait pas le côté aristo et tout le bordel. Ok. Non, c'était vraiment la petite maison familiale. Ils étaient confortables, quoi. Donc Agatha, c'était la cadette de 3 enfants. Donc elle avait une grande sœur, Margaret, surnommée Madge, et un grand frère que tout le monde appelait Monty. Elle était très proche de son frère et sa sœur. Et en fait, à différence de son frère et sa sœur, c'est qu'Agatha a fait son éducation à la maison. Son frère et sa sœur étaient en pensionnat, mais sa mère avait décidé qu'Agatha elle ferait son éducation à la maison, sous la tutelle de sa nanny. Elle a gardé le bébé à la maison, quoi. Ouais, voilà, le plus tard possible. C'est-à-dire qu'Agatha a appris à lire toute seule parce que sa mère ne voulait pas qu'elle sache lire avant l'âge de 8 ans. C'est pas garder le bébé à la maison, c'est plus voilà. Je garde la dernière parce que c'est celle qui s'occupera de nous quand on sera vieux, quoi. Bébé. Mais de toute façon, Agatha et sa mère ont une relation très très fusionnelle jusqu'à la fin de la vie de sa mère, quoi. Donc elle a appris à lire toute seule. Ensuite, ce qui est rigolo, elle a eu une enfant. Mais c'était marrant parce qu'en fait, sa mère ne voulait pas, comme elle disait qu'elle voulait pas qu'elle apprenne avant l'âge de 8 ans. Ce qu'elle lui a dit. Et Agatha Christie a fait, Agatha plutôt, c'était Agatha Miller pour l'époque, parce qu'elle n'était pas encore. Agatha Christie, elle n'était pas encore mariée à l'époque. Elle disait, mais moi,
elle avait cette curiosité de vouloir lire, et donc elle a pris les choses en main, elle a pris des livres, elle comprenait rien de ce qu'il y avait sur les bouquins, mais elle faisait comme si elle lisait, et puis à force, elle a réussi à identifier des mots, à identifier des phrases. Mais comme elle disait, quand elle a appris à écrire plus tard, c'était beaucoup plus dur pour elle parce qu'elle savait identifier des mots dans des phrases, mais pas les lettres en elles-mêmes, tu vois. Oui, elle avait mal appris à lire et du coup, bah forcément, pour écrire derrière, c'est pas évident, quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'elle avait la technique inverse. Nous, on apprend d'abord les lettres. Après lettres et ensuite les... Voilà, ouais, après, bien sûr. Voilà, que ça forme des mots, que les mots vont dans des phrases et tout ça a un sens. Elle a commencé par la fin, quoi. Ce qui est rigolo quand on pense à l'avenir qu'elle a eu, et ce qui est rigolo, c'est quand vous pensez qu'elle avait moins de 8 ans, du coup. Donc, sacrée force de caractère à moins de 8 ans. Vous avez une gamine casse-couille en face de vous, quand même, un petit peu. Petit peu, pour un parent. Genre, non, tu regarderas pas la télé. Mais moi, je veux regarder la télé. Je dirais pas qu'elle était casse-couille, mais elle était... forte de caractère, en tout cas. Ah, c'était le bébé d'une famille aisée, quoi. Donc, elle était gâtée, quoi. Elle avait un canari, elle avait un petit chien, elle vivait, elle créait ses petites histoires dans son jardin. Elle était assez mine de... elle était forte de caractère dans le sens où on lui laissait la possibilité de le faire, déjà. Et puis, la vraie vie, quoi. T'apprends dans une ferme tranquillou, quoi. Très timide, de rien. Elle était très très timide, mais elle avait une très grande imagination. Mais comme elle le dit elle-même, c'est comme ça qu'elle commence son autobiographie d'ailleurs, elle le dit, on peut savoir si on a une belle vie, si on a eu une belle enfance, et elle a toujours dit, j'ai eu toujours une très belle enfance. Et c'est vrai que quand elle en parle, moi quand je lis le truc, t'as l'impression que c'est... Tu sais, c'est dans les romans féeriques, tu vois, j'ai l'impression de voir Christopher Robin... avec Winnie l'ourson, tu vois, c'était ce côté petit féerique, t'as envie de dire, mais je comprends pourquoi tu dis ça, elle a vraiment eu une enfance magnifique, quoi. Ce qui fait que c'est pas le cas, vous pouvez tout de suite... Putain, sa phrase, elle est horrible, quoi. Fini, quoi. Sa phrase, elle est un peu horrible quand tu penses que les 3/4 des gens, ils ont une enfance qui est pas facile. Mais après, d'un côté, est-ce qu'elle a pas raison quand elle dit ça? Parce que c'est vrai, quand t'as pas une bonne enfance, c'est quelque chose qui reste en toi. Moi, je dirais que faut pas y voir un côté matériel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle a vécu dans une belle maison et maintenant, c'est plus qu'elle était entourée avec des parents visiblement aimants. Je pense que c'est plus faut y voir le côté affectif de l'affaire. Et effectivement, on sait que des enfants qui vivent dans un milieu positif et sécurisant vont avoir une vie adulte plus facile que des enfants qui grandissent dans des environnements difficiles. Où ils sont en constante insécurité, etc. etc. Ça, on le sait, c'est prouvé psychologiquement. Voilà. Je pense que c'est plus ça qu'elle avait à l'idée que le côté « Moi, j'ai vécu dans un château, les gars, hein, donc forcément... » Ouais, non, elle, c'était vraiment le côté... De toute façon, tu le vois quand elle en parle, tu sentais qu'il y avait de l'amour, qu'elle était entourée de bonnes personnes, qui l'aimaient, qui l'aidaient. Malheureusement, tout ça a pris fin quand son père est mort quand elle avait 11 ans, et elle le dit. Que pour elle, ça a été la fin de son enfance. Son enfance s'est terminée à ce moment-là quand son père est décédé. Ça a apporté de gros changements dans sa vie parce que quand son père est mort, la situation financière de la famille a aussi implosé, je suppose. Implosé, ouais. Ils sont revenus plus pauvres. En plus, à ce moment-là, sa sœur s'était mariée, donc elle était déménagée. Son frère, il était, je crois, dans la Navy. Donc elle s'est retrouvée toute seule avec sa mère. Donc c'est sa mère qui après a continué son éducation. Elle a commencé l'école à l'âge de 12 ans. La première fois qu'elle allait à l'école, c'était à l'âge de 12 ans dans une école de filles. On peut imaginer que c'est plus le père qui avait voulu la garder à la maison que la mère, du coup. Si à partir du moment où le père tu vois, a disparu de la circulation. Je pense que ça devait être un accord entre les parents, puis peut-être que comme la situation financière avait beaucoup changé, peut-être que sa mère avait plus trop les moyens de pouvoir vraiment s'occuper, parce que c'est son père qui lui avait appris ça coûtait cher, les mathématiques aussi. Il faut voir aussi que c'était une époque où les femmes n'avaient aucun droit en dehors de leur époux, que le père était vraiment le côté patriarche de la famille, que c'est lui qui prenait toutes les décisions et que les mères, dans l'intimité, pouvaient donner son avis, mais au final, c'était l'avis du père qui comptait, quoi. Donc c'est vrai que... c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, dans la famille Miller, c'était vraiment... En fait, donc Agatha est née dans la maison qui s'appelait Asheville, dans la ville de Torquay. C'est une ville qui est très importante, Torquay, pour Agatha. La maison de Asheville, c'est sa mère qui a décidé de l'acheter un jour parce qu'elle cherchait une maison. Ils avaient déjà 2 enfants à l'époque, ils habitaient à New York, ils voulaient revenir au Royaume-Uni.
Et c'est sa mère qui a décidé, bah écoute, j'ai de l'argent dans mon héritage. Elle a acheté une maison et son père, il est un jour revenu de New York. Il a fait, pardon. Comment ça maintenant on a une maison On a une maison dans le Torquay. Devon, qu'est-ce que tu fous? Bah, je me suis dit que c'était pas mal. Donc tu vois, c'est ce côté de sa mère qui me dit rien. Oui, il y avait peut-être un équilibre dans le. Ok, ce qui explique peut-être aussi le côté très femme indépendante qu'avait Agatha Christie ensuite. Elle a peut-être été élevée avec cette femme qui prenait des décisions plus qu'une femme très servile derrière son mari. Ok. Mais bon, n'oubliez pas qu'à l'époque, quand même, c'était très différent de la vie de couple que les gens ont aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis sachant qu'on va en parler un peu plus après, mais Agatha Christie, elle est née en 1890. Oui. C'est une femme qui a reçu une éducation de femme de l'époque victorienne. Oui. Avec des mœurs de l'époque, une ouais. façon de se comporter en société. Et on va le voir après tout ça. Donc, quand elle avait 16 ans, sa mère l'a amenée à Paris. Fin de l'époque victorienne en plus. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Voilà. Fin de l'époque victorienne, ça veut dire une époque qui était beaucoup plus austère que le début du règne de Victoria. Parce que son mari était mort, et tout, etc. Donc c'était pas évident. Vas-y, continue, excuse-moi. Oui, donc après, à 16 ans, sa mère l'amène à Paris pour qu'elle continue son éducation dans des pensionnats de jeunes filles. Comme on faisait à l'époque. Hein. C'est là qu'elle commence elle prend des cours de chant et de piano parce qu'elle veut devenir chanteuse d'opéra et pianiste. D'accord. Elle se dit, voilà, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut faire plus tard. Comme mais quoi, elle se rend compte qu'à 15 ans, elle avait bien l'idée de ce qu'elle allait devenir adulte et qu'à 15 ans, t'es bien au courant de ce que tu veux faire plus tard. Mais le problème, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas le talent. Oui, ça peut aider. En plus, elle est super timide. Elle a vraiment du mal. Enfin, elle n'a pas le caractère pour pouvoir devenir chanteuse d'opéra, quoi. Donc, elle se dit bon, on laisse tomber. On passe à autre chose. On va faire autre chose. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, en fait, sa mère à un moment est un peu malade, donc elle décide avec sa mère de partir en Égypte au Caire pendant un certain temps. Donc à ce moment-là. Comme on le disait, elle a été élevée à la façon victorienne, la façon de penser, la situation des femmes, un peu de cette époque. Ouais. Et donc, au lieu de s'intéresser au temple, à l'histoire, aux visites, elle passait son temps à essayer de se trouver un mari et aller dans les soirées dansantes. Pour elle, c'était ça le plus important de son voyage en Égypte. C'était se trouver un mari. C'est l'époque Jane Austen, c'est l'époque Pride and Prejudice, voilà, c'est cette époque que dépeint Jane Austen dans Orgueil et Préjugés, dans tous ces trucs-là où fallait trouver un mari, quoi. Parce que tu ne vivais pas, t'existais pas en tant que femme, soit t'étais enfant, soit t'étais mariée ou veuve. Mais entre les deux... Et là, quand tu dis, elle a qu'une vingtaine d'années, donc elle se dit, j'ai pas de mari, puis à 25 ans, t'es périmée, quoi. Je suis rien. Ouais. À 25 ans, t'es périmé. À 26, on te fait la fête des Catherinettes, là, je sais pas quoi. Moi, j'y ai eu le droit, donc je sais quoi je parle. Et à 30 ans, t'es bonne achetée, quoi. Ouais, donc forcément, elle avait ça en tête. Trouver mari. Seule mission de la femme, trouver mari et procréer. Et ça lui plaisait, ça. C'était comme je te dis, c'était... L'éducation qu'elle avait reçue, c'était ce qu'on lui avait dit. Elle a fait son éducation dans les pensionnats de jeunes filles et on te prépare à devenir une femme, femme dans le sens épouse, à devenir mère. On te prépare pas à vraiment t'émanciper et suivre une grande carrière, quoi. Tu es là, tu as un rôle, c'est pour avoir un foyer, donner à ton mari, à ta famille un foyer, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, hein, mine de rien, parce que. Non, c'était quand 1890, ça fait quoi, même pas 150 ans. Ça fait 133 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça en vrai. On comprend la différence, les problèmes générationnels qu'on rencontre aujourd'hui. Mais du coup, elle a trouvé un mari ou pas, donc du coup? Ouais, donc du coup, elle a trouvé un mari, mais quelques années plus tard, en 1913, c'est là qu'elle a rencontré Archibald Christie. Ok. Donc, en se mariant avec lui, elle va prendre son nom de plume. Donc c'est comme ça qu'elle va devenir Agatha Christie. Et c'est l'amour fou, quoi. Il tombe amoureux, au bout de 3 mois, il se fiance. Sa mère n'était pas d'accord du tout. Elle disait, non mais Archie, lui, il va t'apporter que des problèmes. Il a un peu, tu sais, comment on dit, l'œil. Il a l'œil il a le jupon facile, ok. Ouais, voilà, ta mère n'était pas du tout d'accord. Agatha Christie était fou amoureux. Elle a dit, mais je m'en fous. Puis bon, la guerre éclate à ce moment-là. On est en 14. Ouais.
Oui. Donc la guerre éclate. Et oui. Donc Archie part à la guerre. Et puis quand il revient pendant sa permission en décembre 14, bah, il se marie en cachette, tous les deux, vite fait. Ils sont planqués, ils sont mariés sans... D'accord, ok, ils sont mariés... le réveillon, la veille de Noël, ils sont allés dans la petite église qui était pas loin de là où était la famille d'Archie, et ils se sont mariés, là, vite fait, tous les deux, tranquilles. Les gars, bougez pas. Prenez le café, on revient, on a un truc important à faire, on revient tout de suite. Le retour, bah on s'est mariés. Est-ce qu'il reste du gâteau? Putain, quelle angoisse. Oh la gueule des parents. Pardon. Je pense qu'il y avait ce côté. Bah on est en pleine guerre. Oui, il y a le côté incertain de la guerre aussi, oui, qui explique aussi. Oui, il était parti à la guerre, il était revenu en permission, il y avait ce côté incertain. On est amoureux, on a envie d'être ensemble, donc on s'est mariés. Ils sont restés mariés pendant plusieurs années. Ils ont eu une fille, l'unique enfant d'Agatha Christie, Rosalind. Et pendant que lui était au front et se battait, c'est là qu'elle a commencé à être bénévole avec la Croix-Rouge dans un hôpital de fortune pas loin dans le Devon, si je ne m'abuse. Ce qu'ont fait beaucoup de femmes à l'époque, c'est-à-dire beaucoup de femmes, surtout en Angleterre, ont pris le devant d'aller aider comme elles pouvaient. Que je dis en Angleterre, mais c'était un peu pareil en France, c'était un peu partout. Les femmes ont pris le truc parce que tous les bonhommes étaient en train de se faire massacrer sur le front, donc fallait bien qu'elle fasse quelque chose. Donc elle est devenue nurse, quoi, en gros. Enfin, infirmière. Ouais, elle est devenue infirmière. De 1914 à 1916. Okay. Puis elle est devenue assistante chimiste, et c'est là qu'elle a rencontré le monde des poisons. Un peu le côté sa signature, on va dire. Oui. Et donc ensuite elle a passé son diplôme de pharmacienne en 1917, et elle a continué à travailler comme ça en pharmacienne jusqu'à en 1918, quand Archie est revenu. Il était blessé, donc il est revenu. Et ils se sont posés, ils sont restés à Londres, ils ont eu leur fille, ils sont allés s'installer à Torquay. Aussi dans le Devon. Allez hop, tout le monde dans le Devon, c'est parti. Et voilà, elle s'est installée dans cette petite vie de mère de famille, bonne épouse. C'est sympa le Devon. Voilà. Pardon, je suis sur Google Images en même temps. Mais c'est super cute le Devon. J'y suis jamais allée, mais ça a l'air trop bien. Ah ouais, ça ressemble un peu à chez moi. C'est très sympa. Pardon. Du coup, ça vous aide pas des masses. Mais ça fait petite ville côtière anglaise avec des maisons colorées et tout. C'est trop mignon. Comme je te disais, Torquay, c'est une ville qui est importante parce qu'elle est née là-bas. Sa famille a vécu là-bas. Sa fille est née là-bas. Elle y a vécu. En gros, toute sa vie. Ça fait très Agatha Christie. C'est ça qui est terrible. C'est qu'elle l'a, je suppose, utilisé après dans certains de ses romans, mais c'est très petite ville anglaise, quoi. Ok. Donc, ils sont, après la guerre, ils sont installés, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Oui et non, parce qu'il y a ce qu'on appelle le grand mystère d'Agatha Christie, qui est sa disparition, qui arrive en septembre 1926. Décembre 1926. Je t'ai envoyé des documents pour que tu vois un peu l'ampleur que ça va être. Qu'est-ce que c'est le premier document? Donc le premier document que tu m'as envoyé, c'est un article de journal, je présume, qui date du 9 décembre 1926 du Berkshire Constabulary. C'est un avis de recherche, plutôt qu'un journal, excusez-moi, c'est un avis de recherche pour Madame Agatha Mary Clarissa Christie, l'épouse du colonel Archibald Christie. Il était colonel quand même, hein, c'est pas rien. Je suppose que du coup il était d'une bonne famille, donc ça explique. 35 ans, blablabla, et effectivement ils expliquent, elle est habillée comme ci, comme ça. J'aime trop. Elle avait potentiellement un sac à main qui contenait entre 5 et 10 livres. 10 pounds. C'est important de préciser qu'elle avait un peu d'argent sur elle. Elle a quitté la maison dans sa voiture à 9h45 de l'après-midi, le 3 décembre, en laissant une note qui disait qu'elle était partie pour faire un tour. Et le lendemain, la voiture a été retrouvée abandonnée à Newlands Corner, Albury, Surrey. Donc dans le Surrey, qui n'est pas tout à fait à côté du Devon, si je ne m'abuse. Elle n'est pas partie non plus, elle n'a pas fait le tour du pays. Elle n'a pas fait le tour du pays, mais en tout cas, elle a changé de région. Donc, avis de recherche, si jamais vous la voyez, vite contactez-nous parce qu'on commence à être inquiet. On est le 9 et elle n'a toujours pas réapparu. Je continue à descendre, c'est ça? Ouais, le deuxième. Celui-là, il m'a fait marrer, cette coupure m'a fait marrer, c'est pour ça que je voulais que tu la vois, je trouve qu'elle est trop marrante. Écoutez, c'est un article de journal, du coup, du Daily News
du 11 décembre, donc ça a duré un moment visiblement, parce qu'elle a parti le 3 et le 11, il l'avait toujours pas retrouvé. Donc c'est un article de presse, Mrs. Christie Disguised. Alors vous avez 3 photos donc de Agatha, potentiellement d'Agatha. Effectivement, c'est assez rigolo, j'ai l'impression que c'est un peu le journal qui dit, voilà, au centre vous avez à quoi ressemble Agatha Christie, et à gauche et à droite, ça pourrait être à quoi elle ressemble si elle se déguise. Alors vous l'avez d'un côté avec les cheveux plus longs, coiffés différemment avec des lunettes, et puis de l'autre côté avec la coupe au carré à la Fantagaro avec des grosses lunettes, des machins. Et on va excellent jamais... parce que t'imagines le mec. Allez, pense à des déguisements. Quel type de déguisement aurait pu prendre ta femme? Alors voilà, le colonel Christie dit que sa femme lui avait dit que si elle le voulait, elle pourrait disparaître comme ça dès qu'elle voudrait, que comme qu'elle était déjà écrivaine à l'époque, en plus d'histoires de détective, ce serait effectivement très naturel pour elle de se déguiser pour passer inaperçue, ce qui n'est pas con en soi. Oui. Ce qui n'est pas con en soi. Mais donc elle a disparu. Et donc, je passe au 3e, c'est ça? Ouais. Après, je reviens en détail sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'est passé. Donc, du coup, 3e article du Daily Sketch qui titre Madame Agatha Christie retrouvée vivante. Donc, vous avez une série de photos. J'essaie de trouver une date, le 15 décembre, donc plus de 10 jours plus tard, on a retrouvé Agatha Christie, elle est rentrée. Alors là, je peux pas vous lire l'article, c'est écrit trop petit. Mais en gros, du coup, elle a été retrouvée presque 15 jours plus tard, en fait. 12 exactement. Alors, ta disparition, comme tu disais, t'as vu, ça a quand même eu une certaine ampleur dans les médias à l'époque. Elle était déjà connue, on en reparlera après, mais elle était déjà connue. On en reparlera après. C'est pour ça que ça a créé beaucoup d'engouement, mais au-delà de ça, c'est une période de la vie dont Agatha Christie parle très peu elle n'en parle pas du tout dans son autobiographie de ce moment. Et en fait, ce qui s'est passé, donc les gens essayent de comprendre le pourquoi du comment à partir de la situation dans laquelle elle a disparu. En fait, c'est que sa mère est morte peu longtemps avant. Et comme je disais, elles étaient toutes les deux très très proches. Et après, peu longtemps après, elle découvre que son mari a une liaison avec, c'est très original, avec sa secrétaire. Ça t'a pas fait trop loin, comme dirait l'autre. Nancy Neal, elle s'appelait, et il veut divorcer. Il veut divorcer pour se marier avec la secrétaire. Voilà. Donc le couple se dispute, Archie s'en va, il dit ok, moi je vais envie de passer le week-end avec mes copains et ma maîtresse, direct, tu vois. Agatha fait ok d'accord, donc il s'en va, et beaucoup pensent qu'elle a une crise de nerfs, ce qui est normal, ta mère meurt, quelqu'un qui était très proche, ton mari te dit au fait j'ai une maîtresse, je me casse, bonne journée, ouais. Je vais passer le week-end avec elle et avec des potes, au revoir. Donc elle laisse un mot à la bonne qui est là, qui va s'occuper de sa fille, parce qu'elle a sa fille à l'époque. Oui, la petite qui avait 7 ans du coup à l'époque. Donc elle s'en va, elle prend la voiture, elle s'en va, et en fait sa voiture est retrouvée sur le bas-côté d'une route, les phares allumés, et sur le siège arrière, tu as un sac avec la veste. Et c'est le mystère total, quoi. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Là, on commence à chercher, même dans le lac, pas loin, parce qu'on se dit, ça se trouve, elle est morte, oui, elle s'est suicidée ou un truc, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, les gens commencent, en plus, à cette époque-là, elle a déjà écrit quelques romans, donc il y a beaucoup qui pensent que elle a fait comme dans ses romans, il s'est passé quelque chose de très grave. Et ça a une telle ampleur que le secrétaire d'État de l'époque met la pression à la police pour qu'il la retrouve. Et même Arthur Conan Doyle fait appel à une voyante pour les aider à retrouver Agatha Christie. Arthur Conan Doyle dans toute sa splendeur, ouais. Je sais pas si t'imagines l'ampleur du truc, quoi. Moi, quand j'ai dit ça, j'étais parce que j'imagine aujourd'hui, parce qu'Agatha Christie, on en parlera donc du coup de comment elle est devenue l'icône qu'elle est devenue en tant qu'écrivaine, mais imagine aujourd'hui, t'aurais Rihanna qui disparaît du jour au lendemain et on retrouve sa bagnole, machin. T'as tout YouTube qui est fourni de vidéos de mecs qui vont t'expliquer pourquoi, comment, est-ce qu'on va la retrouver et quelles sont les théories autour de sa disparition. Donc ça paraît, tu vois, ça me paraît pas abscon. Mais par contre, on sait toujours pas qu'est-ce qu'elle a foutu pendant ces 10 jours, quoi. En fait, au bout de 10 jours, de 11 jours, c'est un serveur dans un hôtel qui dit je crois qu'une de nos clientes, c'est Agatha Christie que vous recherchez. Et elle se fait appeler Teresa Neal, si je me souviens bien. Elle se faisait passer pour une femme, une sud-africaine,
attends, je te jure, t'as vraiment l'impression de lire un de ses romans. Parce que quand la police apprend que pourrait être dans cet hôtel, donc avec son mari, ils y vont, et ils se cachent, enfin le mari se met dans un fauteuil dans le hall de l'hôtel, ils attendent, ils voient Agatha Christie qui arrive, qui prend un journal tranquille, et qui va s'asseoir, et il la regarde, tu vois, genre ils attendent, et puis son mari se lève, il va la voir, la confronter. Ouais. Le pire un peu, c'est qu'elle avait un journal, et sur la première page du journal, il parle de la disparition d'Agatha Christie quand même. Ouais. Ben ouais. Et donc son mari est là, et elle la regarde apparemment dans le genre, mais complètement perdue, complètement choquée, fait qu'elle comprend pas ce qui se passe, quoi. Genre, bah qu'est-ce que tu fous là? Bah ouais, et en fait, il y a des raisons. Il y en a qui pensent que c'est donc, comme je te disais, cette serait une crise de nerfs qui fait qu'elle a pété à plomb, amnésie. Oui. Et les médecins disent que oui, elle a de l'amnésie, peut-être par rapport à l'accident de voiture, elle a une commotion ou un truc, ouais, ok. Voilà, tout à fait possible. Et après, bon, t'as la presse de l'époque qui dit, ça se trouve, ouais, c'était un coup de pub pour ses romans, parce que c'est vrai que quand tu lis l'histoire de sa libération, ça fait très roman Agatha Christie, quoi. Ça dépend à quel moment elle a sorti un bouquin après. Au bout de combien de temps? Moi, j'y vois plus la meuf qui a dit « Ah ok, tu veux te barrer ?» Eh ben, vas-y. Et tu vas voir ce que c'est que de vivre sans moi, tu vois. Moi, je pense qu'elle a pété qu'elle a vraiment une... Bah, parce que comme sa mère est morte il y a 20 ans, elle était, je pense, encore... Elle était dans ce côté, encore dans le deuil et tout ça. Encore sous le choc, le deuil. Ton mari qui arrive, bon, j'ai ma maîtresse, tu veux passer le week-end avec elle, bye. Tu pètes un câble. Je pense que tout le monde tu dis bon, allez, vous me cassez tous les couilles, je vais aller m'installer dans le nord, dans l'île de Skye. Elle est partie, elle était pendant, à ce qui paraît, pendant ces 11 jours à l'hôtel, elle dansait, elle dînait avec les gens, elle a vécu sa plus belle vie, quoi. Bon, et alors du coup, est-ce qu'elle s'est débarrassée de Archibald Courreau-Jupon, dont sa elle mère est lui avait quand même dit... Elle a fait ok, c'est bon, c'est fini. Ils ont divorcé en 1928, donc 2 ans plus tard. Donc après, moi, elle a pris un peu de temps pour elle, elle a fait des voyages. D'un point de vue psychologique, elle a quand même beaucoup souffert à cette époque-là. Elle a vraiment pris du temps pour elle. Bah, faut dire qu'elle était très amoureuse de son mari. Bah ouais, c'était son premier mari. C'était son premier mari. Potentiellement son premier amour, etc. C'est violent comme... C'était pas facile en vrai. Et mais puis, après, une époque où c'était pour la vie, après ce divorce, elle a rencontré celui qui allait être son deuxième mari, avec qui elle allait être mariée jusqu'à la fin de sa vie. C'était Max Mallowan, un archéologue, qui va lui faire découvrir l'archéologie. C'est comme ça qu'elle a tombé amoureuse de l'archéologie. C'est pour ça que beaucoup de ses romans, par cette période-là, vont se passer en Mésopotamie, dans ces régions-là. Et il y en a beaucoup aussi qui prennent place... sur les sites archéologiques. Ouais, tout à fait. Faut dire aussi, elle a que 38 ans en fait à l'époque. 1820. Ah ouais, elle est encore assez j'ai envie de dire aujourd'hui, elle est jeune pour l'époque. Peut-être un peu moins pour l'époque, mais ouais. Et donc, mais elle est encore jeune, elle a encore toute sa vie devant elle, quoi. Oui, parce qu'elle est morte à quel âge Elle est morte jusqu'à 85 ans. Ah oui, donc elle était vraiment loin de la fin de sa vie, quoi. Elle était même pas la moitié, donc ok. Et donc elle épouse ce Max Mallowan, se marie la même année de leur rencontre, en fait. Ils se rencontrent en février et quelques mois plus tard, ils se marient. Tu vois, j'ai une petite photo d'eux là sous le nez. Ouais. J'avais regardé un peu à quoi ressemblait, je vous invite à aller le faire, d'aller regarder à quoi ressemble Archibald et à quoi ressemble Max. Et c'est ce que je disais l'autre jour en stream, c'est je trouve qu'un couple qui visuellement va bien ensemble est un couple qui est amené à durer. Et bah ils vont visuellement mieux ensemble qu'avec Archibald. Il y a un côté harmonie dans la vision de ce couple d'anglais classique, tu sais, les petits mecs un peu rondouillards, très et en plus, bon genre, quoi. Max est plus jeune qu'elle d'une dizaine d'années aussi. Ah ok, cougar, let's go meuf. Déjà, en plus, cougar, quoi. Ouais, mais en même temps, elle a raison, il vivait moins longtemps. Non, mais en plus à côté, je te dis, son mariage avec Archibald, c'était vraiment une différente période de sa vie. Elle était très jeune, elle était encore dans ce côté où je trouve un mari, une bonne situation. Oui, là, en tant que femme divorcée, elle était plus libre, elle avait en plus sa carrière, potentiellement de l'argent à elle, etc. Donc, voilà, avec Max, c'est vraiment, je me marie, je vis ma vie, quoi. Là, je commence vraiment à vivre ma vie. Et c'est vraiment, après, le reste de sa vie, c'est vraiment plus une période très tranquille, bon, sauf quand la Deuxième Guerre mondiale éclate. Oui, ça a dû être un peu moins... Bon, après, si elle n'est pas sortie de l'Angleterre, en théorie, c'était tranquille, mais
Ça dépend. Non, s'ils étaient à Londres ou pas, quoi. elle était restée en Angleterre, donc son mari, lui, bah, elle est partie se battre. Ouais, ok. Elle est retournée à son métier de pharmacienne dans un hôpital universitaire de Londres. Et ce qui est marrant, il y a encore à cette époque-là, donc elle écrit un roman qui s'appelle N ou M. Et dans ce roman, t'as un personnage, donc ça parle d'espionnage, et t'as un personnage qui s'appelle le Major Bletchley. Donc pour ceux qui ne savent pas, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre, ils avaient leur service secret qui décryptait les messages codés. Alan Turing et toute sa clique, voilà, ouais. Voilà. Et il se situait à Bletchley Park. Tout à fait, Bletchley Et Park. donc, quand ce roman est sorti, les services secrets ont fait suivre Agatha Christie parce qu'il la soupçonnait d'avoir un espion à elle. Et oui. Dans le centre Stop Secret, parce que c'est dit, il porte le nom de Bletchley. Qui à l'époque n'était pas connu, ouais. Et donc ça se trouve, elle connaît quelqu'un là-bas et tout. Ça se trouve, elle a des gens, ça se trouve, elle a des informations qu'elle ne devrait pas avoir. Surtout son mari, je sais pas, mais il devait pas être troufion de l'armée anglaise. Il devait être dans un poste assez important, je suppose. Non, et en fait, il y a quelqu'un les services sociaux qui l'a amené chez elle, discuter, machin, pour savoir comment elle avait eu l'inspiration. Elle disait non, mais je l'ai appelé Major Bletchley parce que j'étais à la gare, je faisais le trajet jusqu'à Londres et j'étais bloquée dans une gare et ça s'appelait la gare de Bletchley et donc j'ai décidé de donner ce nom à un personnage que je détestais. Donc le truc avait aucun rapport avec l'espionnage, c'est parce que c'était à l'époque. La coïncidence foireuse. Voilà, on était pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qu'elle écrive un roman avec sur l'espionnage, sur fond d'espionnage, ça se tient. Et le côté Bletchley, c'est aussi le pur hasard, quoi. C'est rigolo. Du coup, c'est rigolo parce que imaginer que c'est une espionne, c'est rigolo. Ouais, non, mais c'est assez marrant de se dire, putain, mais juste par le hasard, tout d'un coup, ça y est, il s'imagine que c'est une grande. Mais le secret, à l'époque, ils voyaient ça un peu partout. C'était le grand règne des espions. Voilà. En Angleterre, l'espionnage a eu beaucoup d'importance au moment de la Seconde Guerre mondiale. Son mari, je regardais, avait des origines autrichiennes, ce qui n'aide pas. Du coup, je pensais qu'il était haut dans l'armée, mais non, il était dans la brigade civile, donc il n'était pas sur le front, mais en Angleterre. Du coup, tout ça, c'est sûr qu'à l'époque, les mecs, ils pétaient les plombs sur le moindre truc, mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est très rigolo. Je pense que si elle l'a appris plus tard, je suppose. Oui, elle en parle, ouais. Et justement, elle leur dit c'était juste une coïncidence, quoi. Le fait de Bletchley et Bletchley Park, les deux n'avaient aucun rapport, quoi. Les gars, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est trop ça. Après, elle l'a peut-être senti, tu vois, le côté... Elle a senti peut-être, en tant qu'écrivaine, qui avait l'habitude de ce genre de truc, qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là, ou tu vois. On peut imaginer. Possible. On peut imaginer. La théorie du complot est partout. C'était l'époque. Bon, et du coup... Donc après la guerre, en fait, elle a une vie tranquille, quoi. Je te dis, il n'y a pas eu vraiment de gros événements. Elle a continué sa carrière. Elle avait continué sa carrière. Elle a vécu avec son mari. Lui continue à être archéologue. Elle avait sa fille. Enfin. Mais puis après retraite et tranquille, quoi. C'est là qu'elle a commencé à avoir de plus en plus de succès. De plus en plus, son mari aussi a été fait chevalier. Après, elle a une vie plan-plan et puis elle est décédée à l'âge de 85 ans le 12 janvier 1976 dans son sommeil dans sa maison. Tranquille, quoi. Voilà, tranquillement. Et elle est partie à la retraite beaucoup plus tôt que vous ne le partirez, mais c'est un autre sujet. Mais alors, on dit qu'elle a eu une vie plan-plan. Bon, on est d'accord que c'est une manière de dire que dans sa vie personnelle, c'était pas sexe, drogue et rock'n'roll. Mais par contre, c'était quand même la reine du crime. C'était quand même la plus grande auteure de romans policiers de son époque, et encore aujourd'hui. Et quand est-ce qu'elle a... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand est-ce qu'elle a commencé à écrire réellement ? Parce qu'elle a pris le nom de Agatha Christie, donc je suppose qu'elle était encore mariée à l'affreux Archibald à l'époque. Sans aucun jugement de valeur de ma part. Non, mais elle a commencé à écrire en fait très tôt. La première fois qu'elle a écrit, c'était un poème qui s'appelait Co-Sleep et elle avait 10 ans. D'accord. Et après, elle n'a plus vraiment écrit. Elle reprend l'écriture beaucoup plus tard, quand elle a 18 ans. Et là, pareil, elle écrit plutôt des nouvelles, dont la première, c'est The House of Beauty. Et elle est poussée par sa mère, en fait. Agatha est malade, clouée au lit par la fièvre, et sa mère lui met un truc dans les mains, lui dit, écoute, tu vas écrire. Et donc, Agatha écrit, mais c'était pas vraiment détective, comme on connaît, c'était plus sur une nouvelle sur les songes et sur la folie. Et elle continue à écrire sur cette lancée d'autres nouvelles sur le même thème
sur le thème du spiritisme, qui était un intérêt quelque chose qui l'intéressait beaucoup, quelque chose qu'elle partageait avec sa mère. Oui, puis qui à l'époque, le spiritisme avec Conan Doyle, tout ça, c'était très en vogue dans une certaine partie intello de l'Angleterre. Donc, ça paraît logique. Voilà, après, Agatha faisait partie d'un certain niveau de la société anglaise. Donc, le fait qu'elle s'intéresse beaucoup au spiritisme, c'est pas surprenant, quoi. Ouais. Et donc, elle envoie en fait toutes ces nouvelles à des différents magazines et journaux de l'époque, mais tous la rejettent, ne veulent pas la publier. Ils n'en veulent pas. Elle fait bon, ok, d'accord. Après, donc, elle s'essaye à l'écriture de son premier roman qui s'appelle Snow Upon the Desert. D'accord. Et ça se passe au Caire et en fait, elle relate les histoires, les aventures qu'elle a vécues, elle, quand elle a séjourné au Caire, là-bas. Et par contre, elle l'écrit sous le pseudonyme de Monosyllaba. D'accord. Donc, elle écrivait sous des pseudos à l'époque encore. Au début, ouais. Ok. Et donc, elle envoie ce manuscrit à 6 maisons d'édition et toutes le refusent. Personne n'en veut. Et puis, donc, il y avait un écrivain, Eden Philippots, qui était ami de la famille. Sa mère, elle le contacte et elle dit à Agatha, vas-y, va le voir, va le rencontrer, vu que lui, il écrit, peut-être qu'il peut t'aider dans ta lancée. Elle va le voir et puis lui, il lui dit qu'il faut qu'elle persévère, faut pas qu'elle lâche. Ce qu'elle aime, c'est écrire, qu'elle continue. Et puis, il l'a mis en contact avec son agent. Et donc, l'agent rencontre Agatha. Il est pas du tout convaincu par le roman. Ah ouais. Et visionnaire, lui aussi. Ouais. Mais il lui fait, écrivez un second. Donc je pense qu'il a vu qu'elle avait quelque chose en tant que personne à raconter, qu'elle avait des histoires à raconter, mais que justement celui-là, c'était peut-être pas. C'était encore peut-être immature. Voilà, c'était son premier vrai roman parce que je te dis, avant ça, elle avait écrit que des nouvelles. Elle avait une petite période aussi quand elle était revenue d'Égypte. Elle avait écrit quelques pièces de théâtre, mais c'était pour des troupes amateurs. Ouais. Rien de professionnel du tout. Donc il lui dit, écrivez un second roman. Elle décide de commencer la rédaction de ce roman en 1916, en parallèle de ses études de pharmacologie, pendant qu'elle étudie pour tous les poisons, tout ça. Elle rédige son premier roman, son deuxième roman, qui va être le premier qui sera publié, mais avant qu'il puisse être publié, déjà il est refusé par 2 maisons d'édition. La troisième accepte, mais il faudrait qu'elle change les dénouements. L'histoire est bien, mais vu comment la solution arrive à la fin, il faudrait la changer. Agatha elle fait bon, ok, d'accord, je veux bien. Et elle est complaisante. Ça. Elle est complaisante en vrai, parce que j'en connais qui auraient dit non. Ouais, voilà. Après, elle s'est dit, je suis tellement proche, ils sont prêts à le faire. Ouais. Pourquoi pas? Après, ça change rien non plus. Et elle ramène le manuscrit changé. Donc, elle signe un contrat pour 5 autres livres avec eux. C'est la maison d'édition Bodley Head. Et elle en parlera disant que c'était un contrat de merde parce qu'ils ont un peu profité d'elle, quoi. Comme ils font comme tous les éditeurs avec les premiers auteurs, ouais. Et donc ce premier roman qui sera publié en 1920, c'est La mystérieuse affaire de Steele. C'est vraiment le tout premier roman et c'est ça qui va vraiment la mettre sur la place. C'est l'un des premiers romans de ce qu'on appelle la période de l'âge d'or des romans de détectives. Il est considéré comme l'un des pionniers de ce mouvement qui a inspiré beaucoup de personnes. Ouais. Et c'est le premier roman où elle a introduit Hercule Poirot. Ah, El Famoso. El Famoso Poirot. Donc voilà, donc il est en 1920, donc succès. 1922, elle publie son deuxième roman, qui est Mr. Brown, qui introduit 2 nouveaux personnages qui vont revenir dans toutes ses œuvres. C'est Tommy et Tuppence Bradford, si je me souviens bien. Donc ce duo de mari et femme qui font des enquêtes. Moins connu après, donc, sur la postérité. Moins connu, mais qui ont quand même une place importante parce qu'ils font quand même partie de plusieurs romans dans la bibliographie d'Agatha. L'année d'après, en 1923, elle publie Le crime du golfe. C'est donc son second roman avec Hercule Poirot. En même temps, elle publie des histoires avec des journaux. Et c'est à ce moment-là, vraiment 1923, c'est vraiment l'année où elle se rend compte que elle n'a plus aucune difficulté à faire publier ses romans, ses nouvelles, tous ses écrits. Ça y est, à partir de 1923, elle a vraiment pris sa place en qu'autrice. C'est quand même très tôt dans sa carrière, quoi. C'est au bout du 3e roman. Et c'est une femme en plus de ça. C'est l'une des pionnières d'un grand mouvement de la littérature. Il faut dire aussi que c'est très bien écrit. C'est-à-dire que les romans Agatha Christie sont extrêmement efficaces.
Il y a l'ambiance qui est vraiment là, et je suppose qu'effectivement, en plus, ces études de pharmacologie l'ont aidé dans la véracité des trucs. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la mystérieuse affaire de Steele, l'une des premières critiques élogieuses qu'elle a reçues, c'était d'un magazine de pharmacologie. Qui disait qu'elle avait super bien représenté les poisons. Trop marrant. Et en même temps, Agatha Christie, c'était quelqu'un, quand elle écrivait, il faut que ce soit parfait, que ce soit bien écrit, que ce soit... Elle voulait pas écrire un peu à l'aveuglette en disant « Bon, le poison fonctionne à peu près comme ça », même au niveau de la loi, au niveau des représentants, la façon dont sont fait les enquêtes, la façon dont, par rapport aux héritiers, tout ça, elle voulait que ce soit vraiment représentatif de ce qui est fait. D'ailleurs, je sais plus dans quel roman c'est, il y avait quelque chose un peu avec un homme de loi, et il y avait une critique qui disait que oui, enfin, ce qu'elle disait, c'était peut-être approximatif, et elle a carrément écrit au mec en disant non, moi j'ai fait mes recherches, je sais que c'est ça. Casse pas les couilles, mec, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ça aussi qui fait sa marque de fabrique, mais qui a fait cette popularité, c'est que t'as pas l'impression de lire quelque chose d'approximatif. Tu sens que elle sait de quoi elle parle, elle t'emmène dans son univers, et puis il y a aussi ce côté cozy murder, comme on dit. Tu sais, c'est le côté le village anglais, le côté charmant. C'est pas violent. Agatha Christie, ça n'est pas de l'enquête violente, il n'y a pas des meurtres dans tous les sens. Le tueur n'est jamais un serial killer. Oui, mais c'est toujours... de manière assez violente, tu vois. Oui, mais c'est toujours gentil, dans le sens premier du terme, où oui, il y a eu un meurtre, mais c'est toujours une raison humaine. C'est jamais un mec qui veut dominer le monde. Etc., tu vois, c'est toujours très humain. Je comprends assez son envie de dire je veux que ça ait l'air plausible, parce que c'est ça qui est le plus efficace, c'est de te dire potentiellement ta tante pourrait être butée, tu vois. Oui, voilà. C'est ça l'important. Bref, méfiez-vous de vos tantes. De tout le monde, méfiez-vous de tout le monde. Serial killer qui vous regarde dans la nuit. C'est ça, El Famoso serial killer qui se balade dans ton village. Je te jure. Non, mais donc, ouais, voilà. Pour toi, à ton avis, est-ce qu'elle le mérite, ce titre? Parce que bon, on la connaît, Reine du crime, machin. Je pense que oui, c'est mérité. Mais pour toi, elle le mérite vraiment, ce titre de la Reine du crime? Moi, je pense qu'à l'époque, en tout cas, elle le méritait parce que c'était potentiellement très nouveau. Il faudrait voir un peu... je m'y connais pas suffisamment pour savoir si, à l'époque... d'autres écrivains de romans policiers étaient aussi forts. On sait quand même qu'il y avait Arthur Conan Doyle. Comparé à Conan Doyle, où des fois les histoires de Conan Doyle avec Sherlock Holmes peuvent être un peu tirées par les cheveux, ou il y a un côté chez Christie qui est très agréable de ça pourrait se passer chez toi tellement ça a l'air plausible. Et je pense que peut-être qu'elle n'est pas la meilleure auteure du monde de toute l'histoire de la littérature de romans policiers, mais c'est l'une des meilleures. Quand j'ai lu, c'était lequel, le meurtre de Roger Ackroyd et puis Les 10 petits nègres, j'étais dans mon bouquin, et t'as un côté, c'est chill, c'est tranquille, mais je vais quand même aller chercher un couteau dans la cuisine, fermer toutes les portes à clé, et le premier qui fait un bruit bizarre dans la maison, il meurt. Parce que j'ai peur. Mais tu vois, c'est ça, ouais, c'est comme tu vois, c'est le côté cozy murder. C'est moi, Agatha Christie. C'est d'ailleurs, j'en ai reçu à Noël encore. Je suis sur mon canapé avec mon plaid, avec mes chats. Il fait bien chaud, il fait froid dehors, et t'as ton bouquin. T'es en train de lire sur des meurtres, des gens qui se font empoisonner, qui se font poignarder. Tout en prenant une tasse de thé et en se disant bonjour my lord, quoi. Tu vois, ouais, et puis après, c'est pas toujours que des histoires de meurtre aussi, Agatha Christie. Non, il y a beaucoup d'enquêtes sur des bijoux qui sont volés, sur des enquêtes sur des gens qui ont disparu. C'est d'ailleurs, moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Agatha Christie, parce que pour le coup, j'ai regardé beaucoup des adaptations, mais on en reparlera, du fait que il y a beaucoup de choses et que souvent, c'est très humain. C'est-à-dire que si c'est un vol de bijoux, il y a une raison humaine derrière qui explique un peu ce qui a pu se passer. Et c'est ça que j'ai toujours beaucoup aimé, moi, dans les romans Agatha Christie. Et oui, elle mérite son titre parce qu'aujourd'hui, personne ne peut écrire du Agatha Christie aussi bien qu'Agatha Christie. Personne, sinon, elle aurait disparu de nos mémoires et elle aurait été remplacée par une autre ou un autre. Ça n'est pas le cas. Donc c'est bien ça, et l'œuvre d'Agatha Christie est gigantesque. Elle a écrit
énormément de romans. Elle en a pas écrit que 2 parce que c'est les 2 seuls que vous connaissez, les 2 seuls que moi je connais et que j'ai cités. Elle a pas fait que Hercule Poirot. Elle a pas fait que. Je pense qu'elle doit avoir une bibliographie énorme et c'est ça qui est extraordinaire et dont il faudrait qu'on parle.